Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc toujours dans l'idée du système nerveux, aujourd'hui on va aborder les sens. Donc on change un peu de sujet. Par le passé, dans la capsule sur la séquence 4, on a vraiment vu la production d'influx nerveux. Séquence 5, très longue séquence, on a étudié à peu près tout, des nerfs spinaux à la moelle épinière, à l'encéphale. Et tout ce qui reste, en fait, c'est de parler un petit peu des sens, donc de vos 5 sens qu'on aborde aujourd'hui, et éventuellement une dernière capsule sur le système nerveux autonome, et ça va compléter, en fait, le système nerveux. Maintenant, on passe au deuxième sens, le sens de l'odorat, donc tout ce que vous allez percevoir par votre nez, donc les différents types d'odeurs. Première des choses, un élément très simple qu'on ne réalise jamais, exemple, la personne boit un café ici et sent le café, c'est des molécules chimiques gazeuses qu'on détecte. C'est donc, contrairement au goût, c'est des molécules chimiques présentes dans un aliment solide ou liquide. Ici, on parle de gaz. Donc, si l'aliment ou la fleur ou l'élément ne produit pas de gaz, de molécules gazeuses, on ne peut pas détecter l'odeur. Donc ça, c'est la première chose. Donc ici, c'est comme des molécules comme ça, chimiques, qui vont s'évaporer dans l'air comme ça, qui vont être détectées par des récepteurs. Et comme c'est des molécules chimiques, ben, c'est différents types de chimiorécepteurs qui vont réagir à différentes molécules. Et en gros, ben, les voies nasales, c'est très simple. On a le nez comme ça qui va, évidemment, qui a une fonction de respiration, puis tout ça, que vous verrez avec le système respiratoire dans la prochaine session. Mais pour moi, pour les sens, je vais plutôt me concentrer sur, justement, comment l'odorat fonctionne. Donc, la seule et unique fonction de détecter ces molécules chimiques qui seront, évidemment, aspirées par les voies nasales. Et il y a une petite région, ici, très importante, au niveau du plafond, si on peut dire comme ça, qui s'appelle l'épithélium olfactif. C'est une région nerveuse sensible. C'est le seul endroit, ici, qui est associé à des neurones sensitifs. Tout le reste, toutes les autres structures des fosses nasales, donc ce qui est en arrière du nez ici, on vous parle des fois d'autres structures, les fosses, les cornets nasaux et tout ça, c'est des fonctions au niveau de la respiration, ce qui ne nous intéresse pas. Donc c'est vraiment cette région-là qui nous intéresse pour Bio 1. Le reste, c'est le système respiratoire que vous verrez en Bio 2. Mais ce que ça veut dire pour vous autres, c'est que les molécules qui sont ici et qui circulent par là, exemple, il n'y a pas de neurones là. Donc, ceux-là ne seront jamais détectés en termes d'odorat. C'est vraiment les seuls qui entreront en contact avec l'épithélium olfactif et qui réagiront avec les chimiorécepteurs qui pourront produire des influx nerveux ici par les neurones et les axones et stimuler, évidemment, l'encéphale. Donc, dans ce cas-ci, on pourra éventuellement détecter, associer l'odeur. Mais si on n'entre pas en contact avec l'épithélium olfactif, il n'y a rien qui se passe. Si je fais un agrandissement justement de l'épithélium, on le voit ici dans l'encadré. Okay? Donc l'épithélium olfactif, cette région nerveuse qui va détecter les molécules de caféine dans ce cas-ci, mais on voit 3 éléments extrêmement importants. Il y a comme 3 sortes de cellules, celles qui sont encadrées en rouge, je donne une définition pour chacune d'entre elles, et il y a bien sûr les récepteurs ici. Donc, les récepteurs qui ressemblent un petit peu à des poils microscopiques qu'on appelle des cils, ça, c'est des chimiorécepteurs. Donc, la première chose que je fais noter, les cils olfactifs, c'est quoi? C'est les chimiorécepteurs qui sont spécialisés dans la détection des molécules gazeuses, donc qui sont porteuses d'une odeur. C'est vraiment les chimiorécepteurs là, qui, une fois stimulés, vous permettent de différencier, distinguer les différents types d'odeurs de votre environnement. Okay? Donc, il y a un nom particulier, mais il ne faut pas oublier que c'est des chimiorécepteurs. Puis olfactif, olfaction, odorat, ça va ensemble. Donc, c'est pour les odeurs. Comment ça marche? Bien, une fois que ces récepteurs, ces cils olfactifs, vont s'attacher, entrer en contact avec une molécule de caféine, dans ce cas-ci, ou une autre molécule gazeuse, là, ils vont déclencher un influx nerveux dans le neurone ici. C'est donc un neurone sensitif. Et si on fait un lien avec ce que vous avez déjà étudié dans les autres capsules, on sait que quand c'est sensitif, que ce soit un toucher ou peu importe, il y a toujours 3 neurones. Premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre. Donc, dans ce cas-ci, le neurone qui est associé au cil olfactif, ce qu'on voit sur le dessin ici, évidemment, c'est un neurone bipolaire parce qu'il y a 2
prolongement au niveau du corps cellulaire, ce que vous savez aussi. Mais maintenant, je dirais, pour faire un lien avec la séquence 5, c'est un neurone de premier ordre. C'est le premier neurone sensitif. Donc, en d'autres mots, les cellules olfactives sont attachées. Donc, ce chimiorécepteur est attaché au neurone sensitif de premier ordre. Et une fois qu'il va réagir avec la molécule gazeuse, exemple la caféine, ben, ça va déclencher un influx nerveux, en fait, une série d'influx nerveux dans ce neurone sensitif de premier ordre. Au niveau de l'odorat, le neurone de premier ordre, c'est général, il y en a dans tous les sens, il y en a dans toutes les fonctions sensitives, mais comme on est dans l'odorat, on va l'appeler cellule olfactive. Donc, ce que je pointe présentement ici avec la flèche. Alors, en d'autres mots, vous devez savoir que si vous voyez le terme cellule olfactive, c'est un neurone sensitif de premier ordre qui va produire des influx nerveux associés aux odeurs. Okay? Donc, il faut faire attention, parce que cellule olfactive, on ne pense pas que c'est un neurone, mais c'est une cellule nerveuse spécialisée. C'est en fait le neurone de premier ordre. Donc, ça va. Là, je suis certain que vous vous dites, ben là, j'ai tout ce qu'il me faut, hein? Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ben, c'est très simple. J'ai un neurone de premier ordre, comme ça, la cellule olfactive fait des influx nerveux, et là, vous voyez qu'elle vient faire une synapse avec un deuxième neurone dans ce qu'on appelle le bulbe olfactif. Donc, le bulbe olfactif, c'est une structure visible à l'œil nu, sous l'encéphale, on verra tantôt, qui contient un paquet de neurones et d'axones. Et en fait, le bulbe olfactif, c'est les neurones sensitifs de deuxième ordre. Et là, si on fait un lien avec la séquence 4 puis les synapses, le neurone en bleu ici, dans le bulbe olfactif et le neurone de deuxième ordre, il vient faire contact, comme ça, avec le neurone de premier ordre. Donc, en fait, la cellule olfactive, qui est dans l'épithélium ici, sur ton premier neurone, la fin, on voit que l'axone se prolonge, passe à travers l'épithélium pour entrer à l'intérieur du bulbe olfactif. Et les terminaisons du premier neurone, donc la cellule olfactive, vient faire contact avec les dendrites du deuxième neurone. Donc, ta première synapse est au niveau du bulbe. Et le neurone en bleu ici, bon, ben, PPSE, hein, donc un rang du sodium fait des influx qui vont être générés comme ça dans le deuxième neurone. Et le reste du bulbe, c'est les axones des deuxièmes neurones qui se prolongent. C'est pas écrit ici, on va le voir tantôt sur le prochain schéma, mais ça s'appelle les tractus. Et éventuellement, on va aller se brancher dans l'encéphale pour détecter les odeurs, les analyser. Donc, là, vous avez le circuit nerveux, et comme je disais précédemment, ben là, vous vous dites, on a pas mal tout ce qu'il nous faut, là. On a le circuit nerveux. Donc, là, je suis certain qu'il y a des gens qui se demandent, ouais, mais cellules basales puis de soutien, ça sert à quoi? C'est pas des cellules nerveuses, évidemment. Donc, je vous explique ça rapidement. La cellule de soutien, c'est pas des cellules nerveuses, mais il ne faut pas les négliger, elles sont très, très importantes. Donc, c'est des cellules qui sont incapables de produire des influx nerveux, ça, c'est le job de l'olfactive, mais elles sont là pour plusieurs choses. Ben, le mot soutien, là, c'est le meilleur terme qu'on pourrait choisir. Soutien, on soutient les cellules nerveuses de premier ordre. Donc, on est là pour protéger, entre autres, les cellules olfactives, hein, les neurones de premier ordre. On est là pour les nourrir, les détoxifier si on respire un produit chimique qui est dangereux. Donc, très important, en fait, vont augmenter la durée de vie des cellules olfactives. On est là pour les soutenir et tout, les nourrir, les protéger. Et c'est ce qu'on voit ici, là. Donc, c'est des grandes cellules comme ça qui viennent s'appuyer sur le neurone, donc comme faire une espèce de mur cellulaire pour le protéger. C'est des cellules qui se remplacent facilement les cellules de soutien, puisque ce n'est pas des neurones, évidemment. Et on a des cellules basales en mauve ici. Donc, évidemment, le dessin, je ne mettrai pas ça à l'examen, c'est juste pour vous aider un petit peu si vous êtes visuel. Et les cellules en mauve ici, c'est des cellules basales. C'est quoi des cellules basales? C'est en fait des cellules souches. Et les cellules souches, on voit souvent ça en bio, c'est quoi? Ben, c'est des cellules qui ne sont pas spécialisées, qui ne sont pas dans leur forme définitive, et quand on leur donne les bons signaux chimiques, elles sont capables de se spécialiser en différents types de cellules. Évidemment, quand on est un petit fœtus, un embryon, ben, on a une centaine de cellules souches au début, et ces cellules-là sont vraiment, c'est des vraies cellules souches. Elles ont la capacité de donner toutes les autres cellules de votre corps. Il y en a à peu près 200 sortes différentes. Quand on est adulte, exemple, ben, on a des cellules souches, mais ce n'est pas des vraies cellules souches. Donc, exemple, les cellules souches ici vont être spécialisées. Ils vont pouvoir se spécialiser en différents types de cellules, mais pas tous les cellules de votre corps. Je donne un exemple. Les cellules sanguines. Dans vos os, vous avez des cellules souches.
sanguines qui peuvent se spécialiser en globules rouges, en globules blancs comme les macrophages, lymphocytes B, T, etc. Donc, il peut y avoir 7-8 types de globules blancs et même en plaquettes sanguines. Donc, à partir de la même cellule souche, je peux me spécialiser dans plein de types de cellules, mais sanguines. Je ne pourrais pas refaire des cellules de peau. C'est un peu la même idée ici. C'est une cellule souche non spécialisée qui peut se spécialiser, mais pas en cellules sanguines ou en cellules de peau, seulement pour les cellules olfactives. Et en fait, elles peuvent régénérer une seule sorte de cellule dans ce cas-ci. Les cellules souches, donc les cellules basales, dans l'épithélium olfactif, servent à une chose, et c'est ça qui est important de noter. Les cellules basales, ce sont des cellules souches qui peuvent se transformer et se spécialiser en cellules olfactives, donc en cellules nerveuses. Et techniquement, elles sont là, si vous préférez de la deuxième manière, là, une autre façon de dire. Techniquement, elles sont là, les cellules basales, pour remplacer les cellules nerveuses olfactives qui auront été détruites. Et ça peut vous mettre en état de choc, parce que depuis le début de la session, je vous dis que les cellules nerveuses, une fois que c'est mort, ça ne se remplace pas. Il y a 2 exceptions à ça, très bien connues, l'odorat et le goût. Les cellules nerveuses au niveau de l'odorat, puis gustatif, on en reparlera, mais au niveau de l'odorat, on a toujours des cellules souches comme ça qui me permettent de remplacer. Donc, celle-là, si elle meurt, à partir de cette cellule souche, je peux régénérer un nouveau neurone. Et donc, même si vous détruisez, pour X raisons, certaines de vos cellules olfactives, on a toujours une banque de cellules basales, cellules souches comme ça, qui vont pouvoir les remplacer. Donc, c'est un avantage qu'on a. Et je vais aller plus loin que ça. Ces cellules olfactives, qui sont très sensibles, n'ont pas une longue durée de vie. Contrairement aux neurones de votre cerveau qui vont vivre 85-90 ans tout au long de votre vie, ces cellules-là, après 1 mois ou 2, elles meurent. Donc, à chaque mois, parfois aux 2 mois, on doit les remplacer. Donc, c'est pas simplement un élément chimique nocif, corrosif qui vient de les détruire ou une infection ou peu importe. Qu'est-ce qu'on fait? On va, en fait, détruire ces vieilles cellules-là, puis la cellule basale ici va se transformer en neurones olfactifs comme ça pour les remplacer. Donc, on a cette capacité de réparation-là qui, normalement, ne se fait pas au niveau du système nerveux. Donc, c'est comme une exception. Maintenant, je vous dis qu'un employé qui travaille dans une usine de solvants avec des produits chimiques très, très puissants, son masque, il oublie de le mettre, je ne sais pas trop, puis il se brûle l'épithélium olfactif, il parle l'odorat. Est-ce que c'est définitif? Ça dépend. Ou suite à une infection? Ça dépend. Si les cellules souches ou basales ne sont pas touchées, puis vous détruisez ces neurones-là ici, pas grave, parce qu'on a 3 cellules souches qui vont les remplacer, et après quelques temps, après 1 mois, exemple, on va pouvoir regagner l'odorat. En même temps, si vous détruisez vos cellules souches, ou une personne qui vieillit, qui a 85 ans, il y a moins de cellules souches, il n'y en a plus. Dans ce cas-là, si vos cellules basales sont touchées, là, vous ne pouvez pas remplacer les cellules basales, les cellules olfactives, les neurones, et là, vous perdez la capacité d'odorat. Ça explique qu'une personne âgée, vous allez voir, elle devient c'est beaucoup plus difficile pour elle, à 90 ans, de détecter les différentes odeurs et même de goûter correctement. On va voir tantôt que ce sens-là de l'odorat travaille avec le goût, et en fait, on sent plus qu'on goûte. Vous allez voir ça tantôt. Alors, en d'autres mots, si vous perdez le sens de l'odorat, votre goût va être affecté. Et vous l'avez vécu, c'est certain. Un bon rhume, là, vous perdez l'odorat, tout goûte mauvais ou c'est différent. Pourquoi? Vous avez aussi des glandes olfactives. Donc, les glandes olfactives ici, que j'encercle, c'est des cellules spécialisées sous forme de glandes qui produisent du mucus. Donc, le mucus sert à plusieurs choses. Sert à garder la muqueuse nasale humide parce qu'on doit dissoudre ces molécules chimiques-là, gazeuses, dans une substance semi-liquide, le mucus. Et si ça ne se dissout pas et vous avez la muqueuse nasale très sec, c'est plus difficile à détecter. Donc, ça augmente l'efficacité de l'odorat. Mais c'est aussi du mucus qu'on va produire quand vous avez un rhume, exemple, pour vous protéger. Il y a de l'inflammation qui se fait et tout. Donc, un bon rhume, pourquoi vous perdez le goût? Ça, c'est de la culture personnelle, mais vous me posez souvent la question, comment ça se fait quand j'ai un rhume, je goûte pas, puis c'est pas bon, puis quand je suis guéri, ça va? C'est à cause de la glande ici. La glande produit tellement de mucus qui se ramasse comme ça sur l'épithélium, et en plus, il y a de l'inflammation, des enflures. On vient comprimer les cils, on vient comprimer les axones, le neurone. Donc, on n'est pas capable de faire de l'influx nerveux de façon efficace. Alors, même si
vous avez des molécules gazeuses qui rentrent dans l'épithélium, on ne génère pas d'influx nerveux, ou en tout cas pas de façon efficace. Donc, vous perdez en fait la capacité d'odorat. C'est surtout l'odorat qui ne fonctionne pas, mais comme je l'ai dit tantôt, l'odorat vient teinter le goût. Donc, non seulement vous ne détectez pas les odeurs de façon correcte, ça va modifier votre perception du goût, et en fait, ce que vous goûtez est vraiment associé seulement au sens du goût, qui est plus teinté par l'odorat. Bon, ça c'était de la culture. Qu'est-ce qui est important? Ben, c'est pas grand-chose à comprendre ici. Vous êtes capable de m'expliquer les 3 définitions des 3 types de cellules, leur rôle, ce que je viens de faire, le rôle des glandes olfactives, ben, vous êtes correct, OK? Donc, c'est tout ce que je vous demande pour l'instant. Et ici, ben, c'est une autre façon de présenter ce que je viens de vous montrer. Donc, en fait, j'ai pas mal parlé de tout. J'ai parlé des glandes olfactives, fait du mucus, qui permet d'humidifier. Donc, j'ai rajouté le détail que c'est important d'avoir un milieu humide pour bien dissoudre les molécules odorantes, les molécules gazeuses. Quand on dit solvant, c'est juste ça, c'est pour dissoudre tout ça. La glande olfactive est contrôlé par le nerf facial, le chiffre n'est pas à retenir. Donc, on a déjà parlé du rôle des nerfs crâniens, donc facilite la production de mucus. C'est du tissu conjonctif, donc c'est pas vraiment du tissu nerveux, c'est un tissu de support. Okay? Maintenant, si je reviens à l'épithélium olfactif, ben, je vous ai bien parlé des cellules basales, qui sont des cellules souches qui remplacent les cellules nerveuses qu'on appelle olfactives. Donc, c'est la même chose que tantôt. Cellules de soutien, je disais protéger, nourrir, détoxifier, c'est-à-dire protéger. On élimine les substances chimiques toxiques qui pourraient tuer la cellule nerveuse. On vous parle d'isolant électrique, c'est une façon de protéger. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit tantôt. C'est simplement une façon différente de présenter la matière. Cellules olfactives, ben, c'est des neurones bipolaires, je l'ai mentionné. Dure à peu près 1 ou 2 mois, ça va. La seule chose que j'ai pas dite, adaptation rapide puis sensibilité. Donc, 2 concepts importants que je rajoute maintenant. Le neurone bipolaire, c'est un neurone au niveau de l'odorat, donc la cellule olfactive, très sensible. Ça veut dire quoi? Des fois, vous avez de la misère à le dire en français. On dit que le seuil d'excitation très, il manque un mot, bas. Ça veut dire que ça ne prend pas grand-chose pour le faire réagir. C'est ça que ça veut dire sensible. Si vous n'êtes pas sensible, il n'y a pas de réaction. Ça prend un stimulus très, très, très fort pour que vous réagissiez. Mais si vous êtes sensible, vous réagissez très rapidement. Donc, je vous donne une image ridicule, mais ça va enlever la confusion au niveau de l'odorat. Si vous êtes très sensible au niveau cutané, quelqu'un vous donne une petite pichenote, une petite tape, alors ce que ça vous fait très, très, très mal. Vous réagissez très vite. L'autre qui n'est pas sensible, on lui donne une bonne bine sur l'épaule, puis il ne sent même pas. Donc, il n'y a pas un seuil de sensibilité très fort. Ça prend un stimulus très fort pour que les neurones réagissent. L'odorat, c'est notre sens le plus sensible. Des 5 sens, c'est notre plus sensible. Donc, ça prend un petit stimulus, quelques molécules gazeuses, exemple, pour déclencher un influx. Donc, plus qu'on est sensible, plus qu'on détecte facilement le stimulus. En d'autres mots, on dit que le seuil d'excitation est très bas, ça veut dire que ça ne prend pas grand-chose pour déclencher l'événement nerveux. Et adaptation rapide, l'adaptation, c'est un concept important. Je vais vous dire ça différemment pour que ça soit plus clair. Il y a des récepteurs qui sont à adaptation lente, puis d'autres adaptations rapides. Je donne la définition, puis après je vais l'expliquer, puis ça ne sera pas clair. L'adaptation rapide, notez ceci dans votre cahier, c'est tout simplement la capacité. Donc, la capacité d'un récepteur à revenir à la normale suite au retrait du stimulus. Donc, la capacité du récepteur à revenir à la normale suite au retrait du stimulus. En français, ça veut dire qu'une fois que le stimulus a disparu, on arrête la production d'influx nerveux. Ça, c'est l'adaptation. Maintenant, le fait qu'il soit rapide ou lent, ça veut dire quoi? Ben, on va appliquer cette définition-là. Je donne un exemple. Les récepteurs et les cellules olfactives, donc les neurones qui produisent des influx nerveux, associés à l'olfaction, l'odorat, sont rapides pour l'adaptation. Et je compare avec les nocicepteurs, les récepteurs à la douleur, qui sont très lents au niveau de l'adaptation. La différence, si je retire le stimulus, très rapidement, si c'est adaptation rapide, très rapidement, on arrête la production d'influx. Mais si c'est adaptation lente, même si le stimulus n'est pas là, on continue à produire des influx. Et ça, tout le monde, instinctivement, vous l'avez vécu. La douleur, c'est des neurones associés aux nocicepteurs qui sont à adaptation lente.
Si vous vous coupez avec un objet tranchant et le stimulus arrête, ça prend une fraction de seconde, le couteau n'est plus là. Vous avez mal pendant 2 heures, puis vous sentez encore le couteau, vous faites arracher une dent, vous n'avez pas d'antidouleur. Moi, je l'ai vécu personnellement. Pendant 3 jours, j'ai mal. Je sentais la dent qu'on arrachait. Elle n'était plus là, ma dent, depuis 3 jours. Je la sentais encore et ça faisait très mal. Pourquoi? Adaptation lente. Même si le stimulus est arrêté, je suis le dentiste, je suis dans mon salon, là. Mais les influx nerveux continuent à produire, excusez, je me suis mal expliqué, les neurones continuent à produire des influx nerveux. Donc, ce que j'allais dire, en fait, c'est que les influx nerveux sont toujours présents, même si le stimulus a arrêté. Ça, c'est un neurone à adaptation très lente. C'est à peu près les plus lents, il y en a 7 heures. On ressent la douleur bien après le stimulus. Quand c'est adaptation rapide, immédiatement, très rapidement, aussitôt que le stimulus a arrêté, on ne fait plus d'influx. Et l'odorat, si vous sentez une rose, parfait, vous arrêtez, vous éloignez de la fleur, on arrête. On arrête la production d'influx. Ça ne durera pas pendant 3 heures, contrairement aux récepteurs à la douleur. Donc, c'est ça le concept d'adaptation rapide versus les récepteurs à adaptation lente. Et anecdote personnelle, je ne dis pas personnelle, mais culturelle, que vous avez peut-être vécu, si vous allez, je ne sais pas moi, magasiner des parfums et tout, vous avez peut-être déjà entendu dire que les gens vous donnent du café entre les parfums, justement parce que notre récepteur, nos cellules olfactives, nos neurones sensitifs à l'odorat vont, puisqu'ils sont en adaptation rapide, on désensibilise avec le café. Donc, à un moment donné, si vous respirez trop de parfums, on ne distingue plus les nuances, ben, on vous fait entre les parfums, respirer du café comme ça, et c'est une odeur qui est forte, donc adaptation rapide. Je retire le café, on revient à 0, on repart comme à la base, et une fois qu'on arrête le stimulus, on est prêt à sentir une autre odeur. Donc, voilà pour le concept d'adaptation rapide ou lente. Donc, dans le cas de l'olfaction, c'est évidemment rapide. Dernière petite chose sur l'olfaction, c'est d'être capable d'associer le trajet nerveux. Il manque des détails ici, on va en rajouter quelques-uns. Donc, quand je parle de trajet nerveux, c'est de me dire, à partir du stimulus, hein, ici la molécule odorante que vous respirez, la caféine, exemple. Donc, on parle toujours du stimulus. Et on doit arriver aux aires corticales. Donc, on est au cerveau aussi. Et c'est pas juste de me dire les aires, c'est de les nommer, évidemment. Donc, comment ça fonctionne? Bien, toujours de la même façon. On a un chimiorécepteur. Donc, ça, je l'ai dit tantôt. La molécule odorante qu'on voit ici est captée par les cellules olfactives. Donc, il ne faut pas oublier, on peut le rajouter, que c'est les chimiorécepteurs. Oui, il porte le nom olfactif, mais c'est des chimiorécepteurs. Donc, ces cellules olfactives qui agissent comme des chimiorécepteurs vont capter, attraper les molécules odorantes, le stimulus. Ça déclenche les influx nerveux dans la cellule olfactive. Donc, souvenez-vous, je l'ai dit tantôt, mais on va le réécrire. C'est les neurones de premier ordre. On les voit ici. Ils vont aller se connecter dans le bulbe olfactif. Ça, c'est la deuxième structure. Sachez qu'il y a une synapse qui se fait entre le neurone de premier ordre et de deuxième ordre au niveau du bulbe. On le voit ici, c'est encerclé. Donc, on va dans le bulbe olfactif. Et ensuite, le tractus, c'est quoi? Ça, c'est pas clair. Donc, c'est à partir, là, quand on s'éloigne comme ça devient le tractus. C'est en fait l'axone, le prolongement du neurone de deuxième ordre. Donc, on pourrait dire ici, pour que ce soit clair pour vous autres, que les tractus olfactifs, c'est les axones du deuxième ordre. Et normalement, et là, il manque une étape importante et vous êtes capable de répondre à l'oubli ici, à l'erreur du prof de bio. Mon erreur, j'ai oublié d'inscrire quelque chose ici que vous avez vu en séquence 5. Normalement, la plupart des influx sensitifs vont se connecter dans le thalamus. Au niveau de l'odorat, je vous avais dit que c'était une exception. On ne passe pas par le thalamus, on va se brancher au niveau de l'encéphale, mais à un autre endroit. Alors, si vous vous souvenez ou si vous avez bien étudié les capsules, vous savez que l'olfaction, exceptionnellement, on se branche dans l'hypothalamus. Et d'ailleurs, je vous disais que l'hypothalamus est une composante émotive. Hein, on participe à l'élaboration de certaines émotions. Et l'odorat, c'est un puissant moteur d'émotions, comme je l'avais déjà expliqué, entre autres parce que justement, il y a le tractus olfactif qui va se brancher ici dans l'hypothalamus. Et donc, vous le rajoutez, ça, il faut le savoir. Vous le saviez déjà de toute façon. Et l'hypothalamus, dans le fond, à partir de là, on se connecte avec un neurone de troisième ordre, le dernier de la série, qui va se brancher sur le cerveau, les aires corticales,
qui sont dans le fond les aires olfactives, évidemment. Donc, ça peut être les aires olfactives, un petit peu comme on avait vu avec l'aire visuelle primaire associative, donc l'ensemble de ces aires sensitives au niveau olfactif. Et là, rendu dans l'aire olfactive, c'est là que vous allez détecter l'olfaction, l'odeur, et que là, vous êtes capable de distinguer l'odeur de différentes fleurs, la caféine et tout ça, l'odeur du café. OK, donc voilà pour l'olfaction. OK, donc voilà pour ça. Maintenant, on passe à la vision.